Donc, bienvenue à cette réunion d'information, à ce rendez-vous InfoCœur sur les troubles de l'oralité chez les enfants nés avec une cardiopathie congénitale. Cette réunion d'information va se dérouler avec différents topos. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous le docteur Olivia Domanski, qui est cardiopédiatre au sein du CHU de Lille et qui pourra donc nous exposer le point de vue du cardiopédiatre. Par la suite, nous écouterons le point de vue de l'orthophoniste. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Alix Persin avec nous, qui est orthophoniste au sein du CHU de Lille également. Par la suite, nous écouterons donc le point de vue de deux parents de patients qui sont également correspondantes au sein de l'association. Nous aurons donc la chance d'écouter Magali, qui est maman d'une petite Célia et qui est correspondante sur l'antenne de Limoges. Et enfin, Clotilde Devers, qui est maman de Margot et qui est correspondante au sein de l'antenne de Reims. Par la suite, vous pourrez bien sûr poser vos questions une fois de plus sur le chat et Clotilde relaiera vos questions à l'oral de manière à fluidifier et à bien regrouper l'ensemble de vos questions. Bien sûr, nous ne pourrons pas répondre à trop de cas particuliers, mais plutôt à des cas généraux et de manière à ce que les questions puissent intéresser chacun d'entre vous. Je tiens à vous présenter différents outils d'information qui sont dédiés pour les patients et qui sont en ligne sur notre site Internet. Nous avons une page de notre site sur laquelle vous pouvez retrouver différentes fiches qu'on appelle les fiches les essentiels. Donc, ce sont des documents recto verso qui sont sur différentes thématiques spécifiques aux cardiopathies congénitales. Il y a une fiche sur les troubles de l'oralité. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter cette page de notre site Internet. Il y a aussi une autre page où vous pouvez trouver de l'aide, une aide plus personnalisée avec une carte interactive de nos différents correspondants sur l'ensemble du territoire. Et enfin, nous avons une chaîne YouTube qui est dédiée à l'information du patient. Et donc, vous pouvez retrouver, pareil, différentes vidéos qui sont très intéressantes pour les patients. Et d'ailleurs, l'enregistrement de cette réunion d'information se retrouvera par la suite sur notre chaîne YouTube. Le prochain rendez-vous InfoCœur aura lieu le samedi 9 avril et sera sur la reconnaissance MDPH, donc auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Vous pouvez aussi aller voir les différents événements. Je suis ça, Soline. Je vous invite à papa, il revient. couper votre micro, s'il vous plaît, de manière à bien fluidifier cette réunion d'information et qu'on ne se parle pas tous les uns sur les autres. Merci beaucoup. Donc, il y a différents événements qui sont organisés par l'association Petit Cœur de Beurre que vous pouvez également retrouver sur notre site Internet. Je peux vous parler du MPP Day, Même pas peur Day, qui aura lieu le 15 mai prochain à Bordeaux, un événement de sensibilisation à la pratique du sport et à la qualité de vie pour les enfants et les ados atteints de cardiopathie congénitale. La course des héros revient enfin en 2022. Localement, à Toulouse, nous organisons une séance EMDR donc pour traiter le choc de l'annonce du diagnostic le 2 avril prochain. Et après, différents Parlons Cœur qui sont des groupes de parole. N'hésitez pas à aller voir ces différentes rubriques de notre site Internet car vous êtes les bienvenus. Merci à tous. Donc, nous allons pouvoir commencer par le topo du cardiopédiatre et je vais donc laisser la parole au docteur Olivia Domanski. Merci beaucoup. Alors, que je vous partage la présentation. Voilà. Donc, merci beaucoup de me donner la parole sur, comme je disais tout à l'heure, un sujet qui me tient à cœur. Je pense que Alix le sait, mes collègues dans le service le savent, sur les troubles de l'oralité chez l'enfant porteur d'une malformation cardiaque congénitale. Alors, je voulais commencer par expliquer qu'en fait, on parle souvent de choses différentes. Le cardiopédiatre et le chirurgien sont particulièrement inquiets par la malnutrition, par le retard de croissance, moins par les troubles de l'oralité, qui sont une problématique croissante qu'on ne prend probablement pas assez en charge. La malnutrition chez l'enfant porteur d'une malformation cardiaque congénitale est quelque chose d'extrêmement fréquent. Dans la littérature, ça représente 15 à 41% des enfants dans les premiers mois de vie. L'origine est souvent multifactorielle. Alors, il y a l'origine évidente de la malformation cardiaque elle-même qui entraîne une dépense énergétique
plus importante liée à l'anomalie cardiaque elle-même. Les enfants qui ont une maladie cardiaque particulièrement cyanosée, ils sont très bleus, ou les enfants qui ont un shunt important sur une CIV avec de l'hyperdébit pulmonaire, de l'hypertension pulmonaire, des enfants qui sont essoufflés, qui transpirent, vont avoir une dépense énergétique plus importante et des difficultés de prise pondérale. Les cardiopathies univentriculaires, type hypoplasie du cœur gauche ou atrésie tricuspide, sont des enfants qui vont avoir également du mal à prendre du poids. Et puis, il y a les causes extracardiaques. Lorsqu'on a un syndrome génétique associé à la malformation cardiaque congénitale, on peut avoir du mal à prendre du poids à cause de cette anomalie génétique. Lorsqu'on a des anomalies digestives associées avec une vraie anomalie du tractus digestif, je pense à un enfant qu'on a eu la semaine dernière opéré d'une coarctation aortique qui a développé 7 jours plus tard une sténose du pylore pour lequel il a dû être opéré. Et puis, il y a la faute des médecins qui prescrivent des restrictions hydriques. On limite les apports en eau, en sel, et donc ça peut entraîner des difficultés de prise pondérale, ou les enfants qui sont mis à jeun parce qu'ils doivent avoir tel ou tel examen ou qu'ils ont une complication comme l'entérocolite. On les met à jeun et du coup, c'est des enfants qui ont du mal à prendre du poids. Cette malnutrition, il faut la prendre en charge parce qu'elle peut avoir un impact très important chez les nourrissons qui nécessitent une prise en charge chirurgicale parce que ça augmente le risque d'infection post-opératoire, parce que ça augmente le risque d'entérocolite et donc de souffrance du tube digestif, et ça augmente la durée d'hospitalisation, et qui dit hospitalisation plus longue en réanimation, dit les enfants vont faire plus de complications. Donc l'optimisation de cette nutrition avec l'enrichissement alimentaire, des apports caloriques plus importants, elle est extrêmement importante en pré- et post-opératoire d'une chirurgie cardiaque chez nos petits patients, et elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Donc ça, c'était pour le retard de croissance, la malnutrition. Le trouble de l'oralité, c'est quelque chose qui est différent, même si ça s'apparente aux mêmes enfants. C'est caractérisé par des difficultés de transition entre l'alimentation au biberon ou au sein vers l'autonomie alimentaire à table, ou par des prises alimentaires inappropriées par rapport à l'âge de développement de l'enfant, qui durent au moins plusieurs semaines. Ça, c'est nettement plus difficile à estimer parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop regardé dans la littérature. Les troubles de l'oralité, ça va des comportements inappropriés au moment des repas à la sélection, le refus de certains aliments, les difficultés d'absorption de ces aliments, des problèmes oromoteurs, de l'étouffement à la prise alimentaire, des enfants qui vont présenter des hauts le cœur. Donc, c'est très, très varié, c'est très, très différent en fonction de l'enfant. Ça survient à des âges différents et donc c'est difficile de trouver des études dans la littérature qui se sont intéressées de manière précise à cela chez nos enfants porteurs de malformations cardiaques congénitales. Alors, il y a quand même des choses que j'ai essayé de vous résumer ici concernant l'oralité chez ces patients. L'allaitement est souvent plus difficile. On avait fait une thèse avec Floriane Brief il y a 2 ans dans le service où on avait retrouvé chez les enfants opérés d'une malformation cardiaque congénitale avant l'âge de 1 an que seulement 38% de ces enfants étaient allaités à la sortie de la maternité ou à J7, J10, alors que sur la population générale, on est à 67%. Donc, il y a vraiment plus de difficultés à mettre en route un allaitement chez nos enfants cardiaques. La nécessité d'avoir une sonde nasogastrique ou un enrichissement alimentaire, c'est très souvent nécessaire et c'est autour de 35% des enfants au moment de la chirurgie cardiaque et ça peut monter jusqu'à 50% chez les enfants qui ont une malformation cardiaque de type univentriculaire. Dans les études, la nutrition entérale sur sonde nasogastrique, elle peut être commencée à la naissance, mais c'est souvent plus tard, quand l'enfant est plus essoufflé, a du mal à prendre du poids. Donc, c'est autour de 6 semaines et c'est sur des durées moyennes qui sont souvent un peu prolongées, autour de 6 mois. Quand on met une sonde nasogastrique, c'est le plus souvent quelques mois, au minimum 3 mois. Il est important, et ça, Alix vous le redira, de continuer à stimuler l'oralité du nourrisson et de l'enfant pendant cette période où il a une sonde nasogastrique pour éviter une dépendance complète à cette sonde. Et donc, il faut continuer à proposer une alimentation orale à chaque fois que c'est l'heure du repas, même si c'est des toutes petites quantités chez les enfants qui sont très, très gênés. Concernant le taux de gastrostomie, il est extrêmement faible dans cette population, autour de 3%. Alors, c'est souvent une question difficile. Les parents sont souvent très réticents parce que c'est un geste invasif qui nécessite une anesthésie locale ou générale. Mais dans la littérature, on voit que quand on interroge les parents des enfants qui ont eu une gastrostomie, eh ben, on voit que 97% d'entre eux sont satisfaits. Ils signalent que l'alimentation, dans ce cas-là, est plus facile, prend moins de temps
et qu'ils ont l'impression que leur enfant, comme il n'a plus cette sonde dans le nez, est un peu plus confortable. Il faut savoir qu'il y a aussi un pic vers l'âge de 20 mois de néophobie. C'est la peur des nouveaux aliments. Et donc ça, c'est montré chez les enfants qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale. Et enfin, il faut savoir que ces troubles de l'oralité qu'on voit autour de la période néonatale, autour de la période de la chirurgie, eh ben, peuvent persister dans la petite enfance. Et on a presque un enfant sur 4 qui va avoir un trouble de l'oralité persistant à 2 ans, qui peut monter jusqu'à 1 sur 2 dans les cardiopathies univentriculaires. Vous le saviez mieux que moi, les troubles de l'oralité sont une source de stress psychologique important chez les parents. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit dans la littérature, sur les questionnaires des parents, les questionnaires familiaux. J'ai mis une petite photo du livre de Mathilde Salmon, qui est la maman d'un enfant cardiaque, livre qui m'avait beaucoup touchée parce que toute la première partie sur la prise en charge de la malformation cardiaque, la chirurgie, tout ça, ça me parlait beaucoup. Mais toute la deuxième partie du livre sur le retour à la maison, sur les difficultés de l'allaitement, sur les troubles de l'oralité qu'a développé cette petite fille, sur tout l'impact que ça peut avoir sur le modèle familial, sur la fratrie, m'avait beaucoup touchée parce que c'est des choses qu'on n'aborde probablement pas assez en tant que cardiopédiatre en consultation parce qu'on se focalise vraiment sur la cardiopathie et qui sont très, très impactants au niveau familial. Et enfin, pour terminer, il faut savoir aussi que les troubles de l'oralité peuvent être associés à des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est important de s'y intéresser, c'est important de les dépister et c'est important de les prendre en charge. Alors, la question de mon topo, c'était pourquoi ces troubles de l'oralité surviennent. Je vous remercie beaucoup pour votre question, à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Alors, les troubles de l'oralité en période néonatale, c'est facile à comprendre, ou en tout cas, on pense que la part hémodynamique de la cardiopathie joue un rôle très important, qu'un enfant qui est très essoufflé, ou très bleu, ou qui transpire, qui dépense tellement d'énergie à cause de sa cardiopathie, en est nettement moins pour s'alimenter. Ça, on le comprend facilement. Par contre, à distance de la chirurgie cardiaque, une fois que l'enfant il a opéré et que sur le plan hémodynamique il va bien, eh ben, il n'y a pas vraiment d'explication physiopathologique claire. Alors, il y en a quelques-uns dans la littérature qui se lancent en disant que c'est peut-être un stade de développement où l'enfant va affirmer ses préférences alimentaires, une volonté d'asseoir son indépendance avec une majoration de cette néophobie. Bon, ça pourrait être une explication. Il y en a d'autres qui disent que ça peut être le résultat d'expositions répétées à des repas inconfortables dans la petite enfance. Alors ça c'est possible aussi. Voilà, en fait, on ne sait pas trop pourquoi ces troubles de l'oralité s'installent et on ne sait pas trop pourquoi ils persistent. Alors il y a quand même des facteurs de risque qui sont identifiés dans la littérature de troubles de l'oralité qui peuvent persister dans l'enfance. Il y a des facteurs de risque préopératoires, donc comme pour le retard de croissance pondérale, le syndrome génétique en lui-même, selon l'anomalie génétique, peut se compliquer de troubles de l'oralité en dehors de la cardiopathie. Les enfants qui vont avoir des troubles de l'oralité précoces dès la période néonatale sont à risque d'en avoir plus tard. La malformation cardiaque congénitale elle-même, celle qui a un fort retentissement hémodynamique, la cardiopathie univentriculaire peut être associée à des troubles de l'oralité à distance. La prématurité, là, il y a des études qui ont montré que plus l'enfant est né prématuré, plus il va avoir des troubles de l'oralité de manière précoce, plus il peut en avoir à distance, et le retard de croissance pondérale. On a ensuite des facteurs de risque liés à la chirurgie elle-même. Parfois, au moment de la chirurgie, surtout dans les thoracotomies, dans les coarctations, il peut y avoir une lésion du nerf récurrent avec une paralysie de corde vocale. Et donc, quand on a une paralysie de corde vocale, on est plus à risque de faire des fausses routes, d'avoir des troubles de l'oralité. Une durée prolongée de la CEC, du clampage aortique, plus le geste chirurgical est long, plus c'est des enfants qui peuvent avoir des troubles de l'oralité. Le type de chirurgie, mais ça va avec la durée de la chirurgie, plus la chirurgie cardiaque est complexe, plus c'est un facteur de risque. Et puis le fait d'avoir une chirurgie intermédiaire type Blalock ou cerclage avant une chirurgie de cure complète, et bien, ça multiplie le risque de troubles de l'oralité par 5. Ensuite, on a des facteurs de risque post-opératoire, les enfants qui vont rester longtemps en réanimation avec une durée prolongée d'intubation et de ventilation. Ça, c'est un vrai facteur de risque. Et puis, il y a d'autres anomalies, donc, comme pour le retard de croissance, le fait d'avoir une anomalie structurelle digestive ou un reflux gastro-œsophagien peut être un facteur de risque. D'avoir un retard de développement ou un retard de langage, ça aussi, c'est montré comme étant un facteur de risque de trouble de l'oralité. Et puis, il y a des études plus larges, hors cardiopathie, qui ont regardé les troubles de l'oralité chez les enfants. Et a priori, le fait d'être une fille ou le fait d'être l'aîné de la fratrie, eh ben, c'est un facteur de risque de troubles de l'oralité qui peut persister dans l'enfance.
Alors, qu'est-ce qu'on essaie de favoriser, nous, au CHU de Lille, pour essayer de lutter contre ces troubles de l'oralité? Alors, je ne vais pas empiéter sur le topo d'Alix, mais voilà, juste pour dire que on essaie de favoriser la nutrition entérale dès que possible. C'est-à-dire que même le nourrisson qui est en réanimation néonatale, même s'il est sous oxygène, même s'il a un cathéter au niveau central avec de la prostine, eh ben, on essaye de le mettre au sein, on essaye de lui donner un biberon, on essaye de favoriser ce réflexe de succion, même si c'est sur des quantités peu importantes, même si c'est des durées pas longues, c'est vraiment important. On encourage et on essaye de soutenir l'allaitement quand c'est possible et selon le désir maternel, même si vous l'avez vu, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment important parce que ça aide aussi à développer et à maintenir ce réflexe de succion. Depuis qu'on a Alix Persin dans le service, on fait des évaluations orthophoniques systématiques de tous les nourrissons de moins de 1 an. Alors, on les fait au-delà aussi après pour les enfants qui en ont besoin, mais en tout cas, avant 1 an, on le fait de manière systématique pour évaluer la sphère oromotrice, prodiguer des conseils, organiser un suivi quand c'est nécessaire. Et puis, quand on discute de mettre une sonde nasogastrique, on essaie d'entourer les parents, de les réconcilier avec cette sonde qui peut faire peur. On les forme. On a maintenant, avec notre infirmière référente dans le service, un réseau d'infirmières libérales en local pour que le remplacement de la sonde, quand la sonde est enlevée, puisse se faire à domicile sans que les parents nécessitent d'aller aux urgences pédiatriques. Et on travaille de manière hebdomadaire avec les gastropédiatres pour raccourcir les durées, les délais de prise en charge de ces patients. Voilà, je vais terminer ma présentation en remerciant l'association Petit Cœur de Beurre parce qu'avec l'oralité, ils nous ont bien aidés, ils nous ont fourni des kits d'oralité qui sont distribués par Alix pour favoriser donc la lutte contre ces troubles de l'oralité. Et puis, ils nous soutiennent au niveau de la recherche sur le projet KidStart Nutrition, pour lequel on est en train d'inclure des patients pour dépister de manière plus précise ces troubles de l'oralité chez tous les nourrissons qui doivent bénéficier d'une chirurgie cardiaque avant l'âge de 1 an, avec cette consultation orthophonique systématique pour évaluer de manière plus précise les choses et puis voir s'il existe une corrélation avec les troubles du neurodéveloppement à l'âge de 1 an. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Merci pour ce riche contenu qui, je pense, aura répondu déjà à beaucoup de questions. Et c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas beaucoup de questions sur le chat. Clotilde, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire remonter? Eh bien, on nous demande quel professionnel peut faire l'évaluation orthophonique avant 1 an. Dans quel cadre on peut accéder en fait à cette évaluation? Alors, je pense, Alix, tu me dis, mais je pense qu'ils peuvent consulter directement. Nous, c'est vrai que maintenant qu'on est plus sensibilisé à ça, on adresse de manière systématique ces nourrissons. Donc, Alix Persin les voit ou lors d'une hospitalisation dans le service ou en consultation en externe. Ouais, après, en libéral, on peut vraiment aussi, dans toutes les écoles avant, l'oralité, surtout chez le tout petit, c'était pas très très développé, mais maintenant dans les formations professionnelles, dans toutes les écoles, il y a vraiment beaucoup de cours là-dessus et toutes les orthos qui s'installent en libéral aujourd'hui sont à même de rencontrer des bébés, notamment pour le dépistage et pour une évaluation. Et une évaluation ne veut pas forcément dire suivi. On peut vraiment juste avoir un bilan, des conseils et faire 3-4 séances parce que parfois, surtout dans l'oralité, on propose vraiment du partenariat parental où on suit les parents régulièrement, par exemple au moment de la diversification, au moment du passage au morceau. Et du coup, ce n'est pas cette orthophonie classique où on imagine qu'on va aller toutes les semaines au cabinet avec son enfant. Et pour tous ceux qui sont éventuellement suivis en CAMS, là aussi, dès que l'enfant sort de l'hôpital, il peut vraiment rencontrer une orthophoniste pour vraiment évaluer. Et c'est vrai que chez le tout petit, la particularité, c'est que c'est vraiment un travail avec les parents qui sont au quotidien avec leur enfant et qui le nourrissent au quotidien. Ce n'est pas des séances où on voit le bébé sans les parents, bien sûr. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Je vois qu'il y en a d'autres qui apparaissent. N'hésitez pas à continuer à écrire vos questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin des 4 topos. Donc là, nous allons enchaîner avec l'avis de l'orthophoniste. Et donc, c'est le topo d'Alix Persin qui va pouvoir prendre la parole. Alors, je vais partager l'écran. Ah, ça y est. Je crois que je dois faire partager. Je vais essayer. Vous allez juste me dire si vous m'entendez parce que ça va, vous m'entendez toujours? On vous entend très bien. Ah, ça va. OK. Donc, pour faire suite au topo d'Olivia, en fait, on va plus aborder l'oralité, essayer de le définir, mais de manière assez simple, parler du trouble alimentaire pédiatrique et vraiment des spécificités des enfants porteurs de cardiopathie congénitale.
Alors moi, je n'ai pas encore énormément de recul parce que ça fait seulement 1 an que je vois des enfants en cardio et j'ai un petit temps, j'ai un 20%. Et en fait, comme le disait le docteur, comme le disait Olivia, il n'y a pas beaucoup d'études ou d'écrits sur les spécificités des troubles de l'oralité dans la cardiopathie. Mais après, là, on arrive quand même à voir des petites choses et des subtilités. Donc, moi, je travaille avec des patients qui ont des troubles de l'oralité depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai beaucoup travaillé aussi en dysphagie. Et c'est vrai je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Là, on est aussi en train d'écrire un livret avec Olivia et des puéricultrices sur les troubles de l'oralité qu'on diffusera bien sûr avec Petit Cœur de Beurre, je pense. Parce qu'il y a vraiment des choses au niveau de l'information et de la prévention. Alors, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire un peu de théorie quand même quand on parle d'oralité. Donc, l'oralité, pour bien que tout le monde soit bien au fait, ça reprend les fonctions orales. Donc, les fonctions orales, ça comporte la nutrition avec la respiration, donc la ventilation, l'alimentation et l'hydratation. Quand on parle d'oralité, on parle aussi de la communication avec la parole et l'expression, avec notamment les mimiques. Ça veut dire que rien qu'un bébé qui a très peu d'expression faciale ou un jeune enfant qui manifeste peu la joie, le sourire et tout ça, ça fait aussi partie des troubles de l'oralité. Et finalement, ce sont toutes ces fonctions qui dépendent à la fois de la zone orale, de la zone digestive et de la zone ventilatoire. Parce que c'est les mêmes zones au niveau anatomique et aussi au niveau physiologique, et on voit vraiment que toutes les fonctions sont liées entre elles. Alors, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a un continuum au niveau de cette oralité. Alors, on parle d'oralité primaire chez le fœtus et chez le nourrisson jusqu'à 4-5 mois, où le bébé va téter et déglutir de manière réflexe. C'est aussi l'âge où le bébé a tous les réflexes oraux qui lui permettent de rechercher le biberon ou le sein, qui lui permettent de déclencher une succion et de coordonner la succion-déglutition. Cette oralité qui est réflexe, elle est importante et il faut savoir que c'est le premier schème moteur du fœtus. Ça veut dire qu'avant, le bébé, même déjà au niveau intra-utérin, va téter le cordon, va déglutir le liquide amniotique. Il va vraiment s'entraîner au niveau de cette motricité orale qui va lui permettre après cette fonction vitale de s'alimenter. Et vers 5-6 mois, le bébé va passer à une oralité volontaire qu'on appelle l'oralité secondaire. Ça correspond aussi au stade de la diversification. Alors, pourquoi on diversifie à 5-6 mois? Ce n'est pas parce que les pédiatres ont décidé que c'était bien pour le bébé, c'est vraiment parce que c'est lié à la posture, au redressement du bébé qui commence à tenir sa tête et son cou. Alors, je mets un peu l'accent là-dessus parce que si on a un enfant qui a une cardiopathie, un petit bébé, et qui peut avoir un petit retard de neurodéveloppement parce que justement, il a été hospitalisé, parce qu'il a eu la chire, un bébé qui a 5 mois ne tient pas du tout sa tête et qui est petit et n'est pas capable de se redresser, c'est tout à fait pour ça qu'il a du mal à commencer à la cuillère. Donc, parfois, avec ces enfants-là qui peuvent avoir des petites particularités, il faut vraiment resituer dans leur contexte et pas forcément suivre le schéma classique au niveau du développement alimentaire. Donc, moi, des fois, juste on rassure les parents et on leur dit votre bébé, pour l'instant, ce n'est pas grave s'il est diversifié plus vers 7 mois. Il faut vraiment attendre et voir quand le bébé est prêt et pas forcément se fier aux recommandations du carnet de santé parce que c'est vraiment l'enfant, il faut partir de lui, de ses compétences, de son redressement pour pouvoir le faire évoluer dans les textures. Idem parce que la question des textures, c'est quelque chose qui revient très souvent. Au moment du passage au morceau, un petit bébé qui a vraiment, qui tient encore difficilement assis, qui ne peut pas saisir des aliments dans les mains et qui n'est pas capable de faire des mouvements au niveau de la mâchoire, c'est juste qu'il n'est pas prêt pour les morceaux et ce n'est pas grave, idem si jamais il commence les morceaux à 12 mois. Je trouve qu'aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, avec toutes les règles qui sortent et qui peuvent évoluer, il y a aussi une pression parentale par rapport à « mon enfant ne mange pas des morceaux à 12 mois, est-ce que c'est grave ?» On verra que pas forcément. Il faut aussi, parfois on peut faire confiance à son bébé et ça va évoluer. Et au niveau... alors donc, maintenant qu'on a défini l'oralité, donc Olivia l'a déjà bien fait, mais on va mettre un peu plus l'accent sur les différents types de troubles alimentaires pédiatriques. Aujourd'hui, on parle plus de troubles de l'oralité alimentaire, troubles alimentaires pédiatriques. C'est comme le disait Olivia, des prises alimentaires inappropriées par rapport à l'âge de développement. Donc, on dit bien l'âge de développement, pas l'âge chronologique. Ça veut dire qu'un enfant qui a 8 mois, mais qui a un développement de 6 mois, on va se caler sur son 6 mois. Il faut que ça dure depuis au moins 2 semaines. Alors, soit c'est associé à un trouble d'origine médicale, comme il a été évoqué dans le topo précédent, à un trouble nutritionnel. Et on peut avoir aussi un trouble d'intégration sensorielle, un trouble de la motricité ou un trouble psychosocial. Parfois, on peut avoir aussi tout mélangé.
mais c'est important de savoir quand même quel domaine est atteint. Alors, au niveau du trouble de l'intégration sensorielle, on va avoir notamment donc, les enfants qui ont un réflexe nauséeux exacerbé, qui ont facilement des hauts le cœur, sont vite écœurés quand ils mangent et parfois présentent même des défenses tactiles. Le réflexe nauséeux, parce que c'est important de bien le comprendre pour pouvoir après l'accompagner, c'est un réflexe normal qu'ont tous les bébés à la naissance. C'est un réflexe qui permet au bébé d'évacuer tout ce qui va être impropre à sa consommation. Ça veut dire que mon petit bébé qui a 5 jours, si jamais je lui propose du poisson ou même sentir du poisson, il va avoir un haut le cœur. Et ce réflexe nauséeux va s'inhiber progressivement grâce à la succion répétée au sein ou au biberon et aux stimulations orales. Et les petits bébés qui sont opérés très tôt et qui n'ont pas forcément de stimulation orale dans les premières semaines de vie, vont conserver ce réflexe nauséeux qui va parfois, quand ils vont grandir, donner ce fameux réflexe hypernauséeux avec des enfants qui vont avoir tendance à faire des hauts le cœur. Dans certains cas, c'est aussi des bébés qui vont avoir au niveau sensoriel du mal à explorer le monde qui l'entoure par la bouche. Le bébé, à un certain âge, va prendre des objets, des jouets de dentition, parfois même tous les objets qu'il trouve, et parfois c'est très embêtant au niveau hygiénique, pour le mettre à la bouche. Et nos bébés avec des troubles de l'intégration sensorielle, on va voir que pour eux, ce n'est pas simple. Et quand on creuse au niveau de l'anamnèse, les parents se rendent compte s'ils ont un autre enfant que leur enfant n'a jamais rien aimé porter à la bouche. Parfois, c'est des enfants qui n'aiment pas non plus les soins du visage, le shampoing, le coiffage, le brossage de dents aussi, qui peut être très, très compliqué même en grandissant. Et ces difficultés peuvent être associées à des défenses tactiles, parce qu'on sait qu'au niveau sensoriel, les mains, donc les extrémités, les mains et les pieds sont très liés aussi à l'intégration sensorielle de la bouche. Donc, ça va être des enfants qui ne vont pas supporter d'avoir les mains sales, qui ne vont pas savoir toucher des aliments, qui vont avoir du mal à marcher pieds nus sur le sable, par exemple. Et donc, il faut vraiment, dans ce cas-là, un bilan sensoriel pour aider l'enfant à progresser, parce qu'il y a une grosse marge d'évolution. Au niveau sensoriel, s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre après, hein. Mais je regarde le timing. L'autre composante, c'est le trouble oromoteur. Parce que donc, on peut avoir des difficultés sensorielles, mais aussi on peut avoir des difficultés au niveau de la succion, avec un enfant qui n'arrive pas à téter efficacement, qui se fatigue, qui n'a pas des lèvres assez toniques. On peut avoir un enfant qui n'arrive pas à bien bouger sa langue, quand par exemple il a un frein restrictif, ou un enfant qui a tendance à tout le temps sortir sa langue et qui ne sait pas amener les aliments au niveau des molaires et des prémolaires. On peut avoir un enfant qui n'arrive pas à mastiquer, qui se fatigue beaucoup et qui mange que du mixé parce que justement, c'est trop fatigant pour lui de mâcher. Et alors là, c'est un cercle vicieux parce que s'il n'entraîne pas cette musculation, il peut vraiment avoir encore plus de difficultés après à mâcher et aussi avoir des malpositions dentaires. L'autre aspect que l'on retrouve souvent, c'est des difficultés psychocomportementales. Avec, je suis désolée, il y a ma fille qui, je ne sais pas si vous l'entendez. Aucun problème, ce sont les aléas du direct. Ouais, c'est les aléas, mais je pense qu'elle va comprendre. Ouais. Je vais surtout appeler mon mari. Donc voilà. Et l'enfant aussi peut développer, s'il a des difficultés oromotrices et sensorielles et un vécu difficile par rapport à l'alimentation, vraiment de l'anxiété avant et au moment du repas, avec une certaine rigidité. Donc on va avoir des enfants qui vont par exemple accepter que de manger dans une position avec une seule personne. Alors moi je rencontre souvent des enfants qui peuvent manger qu'avec leur maman. Mais ça peut aussi arriver qu'avec le papa ou qu'avec la mamie. Des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle des conduites d'échappement. Donc, au moment du repas, ils vont se sentir un peu patraques, ils vont glisser sur leur chaise, ils vont tout faire pour éviter ce moment de repas. Et dans certains cas, on a aussi des petits bébés ou même des enfants qui ne peuvent pas manger sans être distraits. Le repas, pour eux, c'est tellement compliqué qu'en fait, ils ont besoin de regarder un dessin animé, d'écouter une comptine, parfois des parents qui doivent vraiment faire le clown pour distraire leur enfant. Et c'est souvent des parents pour qui c'est très compliqué parce que c'est épuisant. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que quand on rentre dans ces conduites-là, avec l'anxiété au moment de la préparation du repas, souvent on se coupe aussi. Moi, je vois beaucoup de parents qui n'osent plus forcément mettre leurs enfants à la cantine. Pour qui aller au restaurant, c'est une mission impossible. Et ça va entretenir encore plus vraiment ces difficultés et cette anxiété par rapport à l'alimentation. Et alors, au niveau des enfants porteurs d'une cardiopathie, donc ce que nous, on constate par rapport à la thèse de Floriane et ce que l'on voit dans le service, c'est donc, comme l'a dit le docteur Domanski, donc il y a un besoin de plus de calories et donc une pression
dès la naissance quant à la croissance et à la courbe de poids, encore plus chez les bébés qui doivent être opérés, avec vraiment une pesée toutes les semaines, est-ce qu'il a pris 200 grammes, et si l'enfant malheureusement a un petit rhume et qu'il est malade et qu'il a perdu 100 grammes, ça prend des proportions assez incroyables. Et des parents qui nous disent, j'ai mis 4 mois à lui faire prendre 200 grammes, et là, il a reperdu ces 200 grammes en 4 jours. Donc, voilà, on peut imaginer cet impact forcément au niveau, au niveau de la relation parent-enfant et des difficultés des parents. L'essoufflement et la fatigabilité. On voit aussi, nous, des difficultés pour coordonner la succion, la déglutition et la respiration. Parce que quand on déglutit, notamment quand on boit un biberon, on est en apnée. Les cordes vocales se ferment et on ne peut pas déglutir et respirer en même temps. Et moi, j'ai vu, au début, je voyais des bébés qui avaient tendance à pincer leur tétine et qui ralentissaient volontairement le flux de lait pour faire des pauses et pour mieux ventiler. Et c'est vrai qu'un bébé lambda qui va boire au sein en 5 minutes ou qui va boire 120 ml en 10 minutes, nous, les bébés que l'on rencontre, on voit qu'ils ont vraiment ce besoin de faire des pauses, tout simplement pour respirer. Et on lit aussi des choses sur justement, ça marche pour les petits et aussi les plus grands, des difficultés au niveau de l'œsophage. On voit que chez les adultes, avec d'autres types de maladies et des difficultés respiratoires, il y a vraiment un lien entre la descente des aliments au niveau de l'œsophage et la ventilation, avec une histoire de pression au niveau thoracique. Et moi, je me questionne de plus en plus sur ces enfants qui ont besoin de faire beaucoup de pauses, qui parfois prennent quelques cuillères et ont le sentiment vraiment d'être pleins et n'arrivent plus à manger et peuvent reprendre après avoir tété ou après avoir fait une grosse pause. Donc, il faut vraiment qu'on recherche un peu là-dessus et qu'on essaye d'identifier ça parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, moi, je trouve, dans les anamnèses avec les petits bébés ou avec les plus grands. C'est vraiment ces difficultés et ce besoin de fractionner l'alimentation. Et il faut imaginer que si on a des aliments qui restent comme ça longtemps au niveau œsophagien et qui descendent, c'est comme nous quand on avale un gros morceau et qu'on sent que ça met du temps à passer, on peut imaginer que chez ces enfants, du coup, manger un repas complet en continu, ça peut être très difficile. Après, donc, tous ces enfants peuvent présenter des troubles qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire des troubles qu'on trouve chez tous les bébés qui sont hospitalisés, c'est-à-dire des bébés qui ont une sonde nasogastrique à la naissance, qui ont plein de soins comme invasifs au niveau de la zone orale, qui va leur donner des difficultés à appréhender après tout ce que l'on leur propose au niveau de la bouche. On a le retard psychomoteur relatif, ce qu'on disait donc chez les enfants qui sont hospitalisés, qui vont peut-être tenir assis un peu plus tard et présenter un petit décalage au niveau des acquisitions. Et tous les enfants qui ont des troubles associés, donc que ce soit des troubles du tonus, comme dans le cadre de la trisomie 21, ou certaines atteintes au niveau du voile du palais, comme dans le syndrome de Guy-Georges. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de développer là-dessus. La prévention, en premier lieu, il faut évaluer les autres causes de difficultés alimentaires. Alors, comme le disait le docteur Domanski aussi, c'est qu'on peut avoir des enfants qui ont des difficultés à manger parce qu'ils ont une dysphagie. Une dysphagie, ça pourrait faire aussi l'objet d'un topo à part entière. C'est un trouble de la déglutition qui fait qu'en fait, quand l'enfant mange, le bol alimentaire, que l'on voit ici pas très bien en vert, au lieu d'aller vers l'œsophage, il va stagner ici, au niveau de ce petit carrefour, ou aller vers la trachée. Quand un enfant tousse et qu'il fait une fausse route, c'est parce que le bol alimentaire qu'on voit en vert, ici, vous voyez, va arriver là et hop, l'enfant l'évacue et il tousse pour le faire remonter. Alors, les troubles de la déglutition, on peut en avoir quand il y a du reflux gastro-œsophagien, on peut en avoir quand l'enfant a été intubé longtemps, parce que cette zone-là est un petit peu abîmée, elle ressent moins les aliments. On peut l'avoir aussi sur un traumatisme d'intubation et sur une lésion des cordes vocales. Donc, en cardiopathie, il y a plein de facteurs de risque pour la dysphagie et parfois, elle est vraiment sous-diagnostiquée. Et donc, il faut absolument écarter la dysphagie et les troubles digestifs qui peuvent aussi vraiment donner des douleurs à la déglutition, parce que si on a du reflux qui irrite le carrefour où on déglutit, donc le carrefour aérodigestif, c'est cette petite zone-là, on va avoir des enfants aussi qui vont avoir beaucoup de mal à manger parce qu'ils sont douloureux à la déglutition. Souvent, c'est des enfants qui peuvent aussi tousser au cours de la journée parce qu'ils n'arrivent pas même à déglutir leur salive. On déglutit à peu près 1000... pas 1000 litres, c'est beaucoup, 1 litre de salive par jour. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup et c'est des enfants qui peuvent aussi parfois avoir ce qu'on appelle une incontinence salivaire, du bavage et un encombrement. On sent que ça ronronne au niveau de la gorge parce qu'ils n'arrivent pas à évacuer tout ça. Donc, c'est normal en post-op, le temps que l'enfant se remette de l'intubation, mais si ça perdure, je voyais sur le groupe une maman qui disait que sa fille faisait des fausses routes systématiques au liquide, ça nécessite vraiment de voir un ORL
qui va regarder, qui va faire une fibroscopie, qui va évaluer la déglutition, parce que c'est vraiment à prendre en charge avant d'essayer de rééduquer l'oralité. Au niveau de l'évaluation, donc déjà, c'est vraiment beaucoup s'écouter en tant que parent. Nous, je pense que quand on voit un enfant pour un trouble de l'oralité, la moitié du bilan, c'est l'anamnèse, pour reprendre le développement alimentaire de l'enfant, vraiment de la naissance jusqu'à l'âge réel, et ne pas hésiter à demander un bilan ortho assez rapide, parce qu'on voit que ça peut vraiment limiter les conséquences secondaires, les difficultés psychosociales, l'angoisse au moment du repas. Et parfois, il faut juste écarter quelque chose, voir si c'est le reflux, réorienter vers un autre médecin. Voilà, un bilan, ça ne coûte rien, c'est pris en charge. Il faut juste trouver l'orthophoniste. Par contre, les listes d'attente sont un petit peu longues. Et après, au niveau de l'accompagnement... Juste d'être maître du temps, il est 10h38. Ah oui. Donc il va falloir... c'est fini. Rapidement. Merci beaucoup. Juste au niveau du coup des grands principes. Donc les grands principes, c'est comme le disait Olivia, c'est que chez le tout petit, c'est vraiment donner parfois même quelques gouttes de lait au doigt, faire téter, faire des choses positives au niveau de la zone orale. Et quand il grandit, c'est vraiment veiller à l'installation de l'enfant pour lui permettre de bien manger, de bien mastiquer, de prendre lui-même les aliments. C'est vraiment essayer d'optimiser le plaisir pendant le repas, la modélisation, donc le mettre avec d'autres enfants, ne pas s'enfermer dans juste mon enfant a des difficultés à manger, donc je le mets tout seul et c'est moi qui lui donne à manger tout le temps de la même façon, parce que parfois, quand il regarde d'autres enfants manger, il se passe plein de choses. Ça va être aussi, dans certains cas, quand il y a un trouble sensoriel, faire des massages et des stimulations au niveau de la zone orale. Et quand c'est nécessaire, faire vraiment un travail oromoteur au niveau de la mastication, au niveau du placement de langue de manière ciblée. Voilà, donc en fait, pour terminer, l'important, c'est vraiment d'avoir un enfant autonome au niveau alimentaire, d'avoir un enfant qui retrouve le plaisir de manger au niveau social, au niveau familial. Et il faut vraiment imaginer que ce développement, ça va permettre à la fois donc, sa bonne croissance au niveau staturo-pondéral, mais aussi sa croissance au niveau du massif facial, au niveau de ses mâchoires, au niveau de ses arcades dentaires. Et que le langage, c'est vraiment aussi lié à l'alimentation. Donc, il faut vraiment imaginer ça comme un tout. Et voilà, c'est vrai que moi, si j'ai juste un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter à demander un bilan, parce que parfois, on lit tout et n'importe quoi, et si votre enfant il a un trouble de la mastication, ce n'est pas en le faisant patouiller, par exemple, que ça va marcher. Et des fois, il y a des livrets d'informations générales sur l'oralité avec des conseils, mais chaque enfant est différent, et le mieux, c'est vraiment d'adapter à chacun. Donc, c'est vrai que les livrets comme ça, je trouve que c'est un peu dangereux. Parce que parfois, on a des parents qui ont l'impression de tout faire, mais ce n'est pas forcément adapté. Et en numéro 1, il faut d'abord évaluer et comprendre vraiment quel est le type de trouble de l'oralité. Voilà, désolée, j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup, Alix. Merci pour vos précieux conseils et toutes les explications, je pense, données qui ont dû éclairer plusieurs parents. Clotilde, est-ce qu'il y a une question à poser ? Alors, il y en a plusieurs. Je vais essayer de condenser peut-être en essayant de rassembler plusieurs questions. En fait, on a pas mal de parents qui se sentent perdus par rapport aux troubles de l'oralité de leurs enfants et notamment sur des comportements, on va dire, qui peuvent paraître pas forcément logiques. Alors, on nous parle d'enfants, par exemple, qui vont ne pas accepter les morceaux, mais par exemple, vont accepter des biscuits. Ou alors qu'une seule marque de peau industrielle et pas de fait maison. Des enfants qui semblent avoir envie de manger, qui mettent à la bouche et qui vont mastiquer beaucoup et finir par recracher. Voilà, donc je pense que là, c'est vraiment le sentiment d'être un petit peu perdu pour les enfants et de savoir ce que ça veut dire, comment les accompagner pour... voilà, et vraiment ce sentiment de peut-être parfois pas quelque chose de très logique et qui, moi, voilà, en tant que maman qui a été concernée, on se fait le film dans la tête et on se dit, bah mince, pourquoi là, il n'en veut pas alors qu'avec autre chose, il en veut bien et comment on peut accompagner son enfant. Il y a quand même une petite logique. Mais bon, c'est bien comprendre comment ça marche les aliments. Alors déjà, tout ce qui est industriel, c'est très aseptisé. Ça a beaucoup moins de goût, c'est moins fort. Donc, pour les enfants, ça va être rassurant, c'est tout le temps la même chose. Et souvent, c'est des choses beaucoup plus lisses et beaucoup plus fluides. Et tous les plats industriels aussi, moi j'ai des enfants qui ne mangent pas de viande, sauf des nuggets, par exemple, ou des poissons panés, parce que c'est déjà pré-mastiqué.
c'est des aliments qui vont être plus faciles à ingérer, qui vont avoir moins de goût et donc vont être moins irritants, entre guillemets, au niveau sensoriel. Après, pour le côté morceaux, on éduque même la mastication ou qu'on apprend à l'enfant à manger des morceaux. Les biscuits, les tucs, les curlis, les gâteaux apéro, en général, les enfants avec les troubles de l'oralité adorent l'apéritif. C'est des choses qu'on appelle croustifondantes. Ça veut dire que quand l'enfant l'a en bouche, même s'il ne mastique pas beaucoup, les aliments vont être complètement ralentis. Et vous pouvez faire l'expérience ce midi, vous mangez un tuc et vous le recrachez, vous allez voir que ça va être quelque chose de complètement mixé. Alors que vous prenez de la viande ou une crudité, vous avez beau le mâcher, il restera des résidus, il y a des fibres et ça va rester quelque chose qui va être encore beaucoup plus gros finalement à passer au niveau du carrefour aérodigestif et qui va être plus compliqué pour l'enfant. Après, l'enfant va vraiment être tributaire de toutes les infections de la petite enfance. Donc un enfant qui a des grosses amygdales par exemple et qui a déjà un profil hypernoséeux va avoir une irritation plus importante. Donc, on peut avoir un enfant qui mange des morceaux et puis dès qu'il a un rhume ou une poussée dentaire, si on regarde le fond de sa bouche et qu'on voit des amygdales un peu gonflées, une inflammation globale, là aussi. Donc, en fait, tout ça, c'est assez normal. Et un enfant qui mâche longtemps et qui recrache, moi, je trouve ça quand même positif au niveau orthophonique qu'il a envie, mais tout simplement, il sait qu'au moment du passage alimentaire, au niveau de l'oropharynx, c'est encore trop compliqué pour lui à gérer, mais c'est déjà un pas. C'est déjà une belle progression. Et du coup, il faut passer à une texture un peu plus facile, peut-être un peu plus fondante. Et nous, pour essayer de se mettre à leur place, il faut vraiment essayer de se réfléchir quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dur à mâcher? Est-ce que c'est quelque chose que je vais mastiquer pendant longtemps, qui va rester là dans ma bouche? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être fluide et qui va bien passer? On a aussi des enfants qui mangent et qui préparent et qui ont besoin de boire pour justement favoriser la descente du bol alimentaire. Donc, c'est ce que a vraiment du sens, mais effectivement, je comprends qu'en tant que parent, on puisse être un peu démunis. Alors, dans le livret pour l'oralité, on parle de la DME aussi, et on parle justement des différentes textures, pour que les parents puissent arriver à s'y retrouver, à comprendre pourquoi tout ce qui va être aseptisé est déjà pré-mâché, comme les nuggets, par exemple, ça va être facile, alors que la viande entière, ça va être un des derniers aliments que l'enfant va réussir à manger. Et on a des adultes, moi je connais des adultes avec des troubles de l'oralité, pour qui la viande, c'est encore très compliqué. À part les knackis. Pas de la viande. Merci beaucoup, Alix. On reviendra sur les autres questions à la fin des différentes interventions. Donc, maintenant que nous avons eu l'avis des experts, du pédiatre et de l'orthophoniste, nous allons passer à l'avis du patient. Et nous allons commencer par le topo de Magali. Merci, Marie. Alors, je partage mon écran. Attendez. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Magali. Donc, je suis correspondante de l'association Petit Cœur de Beurre sur Limoges, mais je suis aussi la maman de Célia, qui a un peu plus de 5 ans, qui est encore aujourd'hui concernée par des troubles de l'oralité. Donc, ça a commencé à sa naissance en août 2016. À 3 jours de vie, on a découvert qu'elle a une cardiopathie congénitale et puis rapidement, des difficultés en termes d'alimentation, très faible prise de lait en quantité, des vomissements extrêmement importants. Au CHU de Limoges, ils étaient juste formés sur les troubles de l'oralité, enfin, ils étaient même en cours de formation en 2016. Donc, ils ont pris un petit peu Célia comme un des premiers patients pour mettre en place donc, des stimuli orofaciales, donc dès les premières semaines en fait, de vie. Mais ils ont été obligés de mettre en place une sonde nasogastrique parce qu'elle ne prenait pas du tout de poids et qu'elle vomissait énormément. Donc, j'avoue, moi, en tant que parent, l'angoisse quotidienne de la pesée, c'est juste quelque chose de terrible. Toujours, on fait un pas en avant, puis on fait 3 pas en arrière. Donc, toujours très, très compliqué. Donc, quand elle a eu 3 mois, donc là, on a été transféré à Toulouse et elle a été opérée de sa cardiopathie congénitale. Et ça a été une cardiopathie très complexe. Je pense qu'il en a rajouté sur une situation en termes de troubles de l'oralité qui était déjà compliquée. Parce qu'elle est restée 14 heures au bloc opératoire avec une CEC sur plusieurs jours. Et donc, à l'issue de la cardiopathie,
On a toujours rencontré des vomissements extrêmement récurrents. Impossibilité de rentrer à la maison puisque nous, sur l'image, on ne pouvait pas sortir de l'hôpital avec une sonde nasogastrique. Donc, elle avait plus de 6 mois quand on s'est grandement posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Toujours faible prise de poids. Ils ont essayé beaucoup de lait enrichi qu'elle ne tolérait pas du tout. Réflexe nauséeux extrêmement important. Et donc, des hauts le cœur en permanence, des vomissements perpétuels le jour, la nuit. Donc, avec tout ça, ils ont choisi de mettre en place une gastrostomie. Donc, elle avait juste 7 mois de vie. On était toujours à l'hôpital devant donc, cette difficulté dans la prise de poids et les régurgitations perpétuelles. Donc, nous, on ne l'a pas forcément mal vécu parce que on était vraiment dans la période où ça fait 7 mois qu'on est à l'hôpital, on a envie de rentrer chez nous, de prendre enfin en charge notre enfant. Donc, on s'est dit que c'était un petit peu la seule porte de sortie et ce qui nous permettrait de rentrer chez nous. Donc, voilà, nous, on a plutôt été favorable à ça. Parce que voilà, on avait déjà un vécu derrière long et compliqué. Mais depuis, bon, ben, clairement, on a changé notre vie. Hein, ça nous a obligés à réorganiser notre vie quotidienne. Mon conjoint a arrêté son activité professionnelle dans son intégralité parce que beaucoup de soins, hein, je dirais à la fois médicaux et paramédicaux. On a demandé une mise en place donc, d'une reconnaissance de son handicap à la MDPH et donc un suivi dès la sortie de l'hôpital. Alors nous, la différence, c'est qu'effectivement, elle est rentrée directement dans le suivi du CAMS par une psychomotricienne. Et puis, on a trouvé rapidement une orthophoniste en libéral qui avait vraiment cette spécialité oralité. Qui a pu prendre en charge Célia assez rapidement. Et ensuite, donc voilà, elle a 5 ans, donc on a préparé l'entrée à l'école et elle a un accompagnement sur le temps complet du temps scolaire, mais y compris un temps de cantine, parce qu'on a vraiment insisté sur le fait que c'est des conseils des professionnels qui la suivent, sur le fait de manger avec les autres. Et bon, malheureusement, la période de pandémie a rendu les choses très fragiles sur le plan immunitaire. Et je ne pense pas que ce soit vraiment... on essaye de la protéger de la Covid le plus possible, mais dans les périodes, je dirais, un peu creuses de la pandémie, elle a été à la cantine avec ses copains et elle a un comportement qui est vraiment positif. Elle est toujours suivie, enfin, toujours alimentée par sa gastrostomie, même aujourd'hui, à un peu plus de 5 ans et demi. Ça fait à peu près 5 ans qu'elle l'a. On n'en est pas sorti, mais on a quand même plein de choses positives qui évoluent. Quand avec les copains qui lui disent ah bah regarde Célia, mon papa il m'avait dit de bien ouvrir la bouche. Alors ils font des petits concours à l'école pour savoir qui va essayer d'arriver à manger le plus vite et tout ça, mais même si elle ne mange pas, elle se prend au jeu, elle prend plaisir à vouloir essayer de faire comme les copains. Alors évidemment, nous, à la maison, clairement, on ne constate pas cette évolution positive, parce que quand elle rentre à la maison chez nous, elle refuse toujours de manger. Donc, nous, elle est suivie par une ORL aussi depuis le début. Hein, donc, ce qui aide pas aussi, c'est qu'elle a une trachéomalacie et une paralysie d'une des cordes vocales. Donc, on sait qu'il y a tous ces facteurs qui sont aggravants. Mais voilà, on a compris. Elle accepte quand même de boire de l'eau toute seule. Donc, ça, je pense que c'est extrêmement positif. On a eu beaucoup de périodes, les 5 années jusqu'à aujourd'hui, des périodes positives et des périodes de régression importantes. À chaque maladie, moi, je me rappelle, quand elle avait 2 ans, elle prenait des petits pots, elle mangeait des petits pots complets.
de mélange mixé. Et puis, une fois, elle a eu un gros rhume, elle a refusé de manger. Donc, et aujourd'hui, elle ne remange pas des petits pots complets. Donc, il y a eu des périodes dans sa vie où elle mangeait plus qu'aujourd'hui, en tout cas. Donc, elle a toujours peur des morceaux. Par contre, on n'a jamais constaté elle n'a jamais eu peur de porter les choses à la bouche. Aujourd'hui, elle suce, hein, donc je me retrouve un peu dans les présentations des professionnels parce qu'elle suce les petits morceaux, les tucs, les gâteaux salés, effectivement, même si le cardio nous a bien dit de faire attention aux gâteaux salés. Mais c'est effectivement ce qu'elle préfère. Elle aime aussi, alors, bizarrement, les goûts très forts. Mais ça, sa gastro-entérologue nous avait prévenu. Les crèmes de Saint-Agur, des trucs, mais elle les mange comme ça à la cuillère, en fait. Mais plutôt portée sur le salé. Mais aussi un petit peu les gâteaux sucrés. Mais aujourd'hui, en fait, elle les suce, elle les ramollit, puis elle les recrache. Voilà. Mais à l'école, d'après son AESH, elle accepte d'avaler des tout petits morceaux. Alors nous, à la maison, on ne constate pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment un comportement qui est différent à l'école avec ses pairs et puis avec nous. On voit bien aussi avec les autres, hein, je dirais. Alors, je ne me focalise plus. Hein. La soupe de l'école et la soupe de papy-mamie est toujours meilleure que la mienne. Bon, je pense que c'est aussi vrai chez les autres enfants, mais c'est en version plus pour Célia. Donc aujourd'hui, entre guillemets, j'arrête de me prendre la tête. En fait, j'avance à son rythme. C'est aussi l'avantage, je pense, de la gastrostomie. C'est pour ça que je ne regrette pas aujourd'hui d'être passée par là, parce que on avance à son rythme. On a le temps, l'impression de se dire si elle ne mange pas, ça va être terrible, elle va déshydrater ou des choses comme ça. Elle a eu un mycène, ce qui fait qu'on n'a plus de régurgitation aussi, plus de vomissement. Donc, c'est quand même un confort de vie qui est bien meilleur. Voilà. Mais effectivement, voilà, faut pas, nous, on a constaté beaucoup de retard. Et effectivement, ce que disait Alix tout à l'heure avec sa présentation en termes d'orthophoniste, nous, elle a eu du fait de sa mauvaise alimentation, enfin son refus alimentaire sur les premières années et demie, un retard énorme de langage. Elle est rentrée à l'école à 3 ans en ne parlant pas du tout. Donc, on était avec le langage des signes. Donc, nous, on a appris en fait le langage des signes en tant que parents. Célia l'a appris avec son orthophoniste aussi. Et on a formé, enfin moi j'avais fait un petit cahier à l'école avec les signes qu'elle utilisait parce qu'il y en a, c'est des signes clairement de la LSF, mais il y en a d'autres, c'était des signes qu'elle s'était appropriés de par notre expérience de vie, etc. Nous, en tant que parents, on a utilisé la LSF pour la comprendre, pas qu'il y ait cette barrière de langage, mais on ne l'a jamais utilisée, nous, pour s'adresser à elle. On a toujours parlé. Et du coup, aujourd'hui, elle parle très bien, c'est une vraie pipelette. Elle a encore des défauts de prononciation sur certains mots, mais sur lesquels elle travaille. Mais voilà, aujourd'hui, il y a eu un gros pas, un déclenchement du jour au lendemain. Ça a été un gros déclenchement et elle s'est mise à parler énormément. Donc, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir. On a eu aussi un retard d'acquisition des dents énorme aussi. Elle les a eu très, très tard parce que la bouche, toutes les gencives n'étaient pas stimulées par l'alimentation. Mais voilà, la route est encore longue. C'est ce que je vous ai mis. Il y a encore plein de progrès à venir, mais je suis plutôt positive là-dessus. Vous verrez sur les autres photos, elle prépare beaucoup à manger avec nous. Elle se met à table. Alors, malgré tout, voilà, elle est tout le temps à table avec nous les midis, parce qu'on dit que si même elle ne mange pas, elle nous demande toujours ce qu'on mange. Elle a toujours un petit peu dans son assiette la même chose que nous, en fonction de ce qu'elle a envie. Et elle a plaisir à nous demander ce qu'on mange, elle veut manger comme nous. Dans les faits, elle ne mange pas, mais moi, je me dis que c'est une forme de stimulation. Le fait de cuisiner très régulièrement avec elle, c'est une forme de stimulation. Et après, on s'adapte à elle parce qu'elle a encore énormément de réflexes nauséeux. Dès qu'elle est malade, voilà, c'est des réflexes nauséeux le jour, la nuit, ça reste encore compliqué. Mais je pense que, voilà, et même nous, l'alimentation, je dirais, par la gastrostomie reste compliquée aussi parce qu'on n'a pas pu lui donner du lait enrichi qu'elle n'a jamais réussi à tolérer. Donc, c'est moi qui fais ma mixture tous les jours
avec un mélange de lait de croissance, d'huile et de sirop d'agave et de céréales. Pour essayer d'enrichir, mais c'est de l'enrichissement maison parce que je pense qu'elle ne tolère pas les grosses quantités de dextrin-maltose qui sont souvent utilisées pour les enrichissements. Donc, voilà, moi, les conseils que je peux vous donner, c'est ça, c'est de ne pas perdre espoir, pas se focaliser sur le fait que votre enfant a un comportement différent avec les autres qu'avec vous. Je pense que c'est normal, mais il faut aussi leur laisser le temps. Nous, on a tout testé, hein. On a aussi testé le MDR parce que je pense que c'est plurifactoriel. Elle a peur des morceaux. Elle est un peu petite aujourd'hui pour être réceptive, mais on a quand même essayé. Moi, je pars du principe qu'on essaye et on voit si ça fonctionne ou pas, mais au moins, on a essayé, quoi, je dirais. Par exemple, pour ces brossages de dents, moi, le conseil que je peux vous donner, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est une orthophoniste aussi qui nous l'avait dit, c'est de se mettre devant une glace et de lui montrer qu'on approche la brosse à dents. Et du coup, maintenant, c'est même elle, en fait, qui se brosse elle-même les dents. Et les premiers temps, voilà, on le faisait devant la glace. Je lui montrais que j'allais approcher la brosse à dents de ses dents. Et pour qu'elle se prépare et que son cerveau se prépare à ce qu'on lui mette quelque chose dans la bouche, parce que les premiers temps, c'était des réflexes nauséeux en permanence. Voilà. Mais faites-vous confiance. C'est compliqué. Je pense que la route est longue, encore pour nous aussi. Mais voilà, restez positif. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Magali. On va enchaîner directement sur le deuxième témoignage. Ce sera le témoignage de Clotilde. Merci. Alors, je pense que c'est bon, vous voyez? Oui. Voilà, alors moi je vais vous raconter l'histoire de ma fille qui est née en 2016, mais en fait j'avais plutôt envie de témoigner sur mon ressenti de maman, de parent, et sur toutes ces peut-être petites actions, comportements que j'ai pu avoir, que les autres ont pu avoir. Et sur le moment, on se sent très seul et je suis sûre que ça va vous parler en fait, parce que même si chaque histoire est différente, on vit un peu les mêmes choses. Et quand on est dedans, on a vraiment l'impression d'être tout seul. Mais je pense que ça vous dira quelque chose. Donc, Margot est née en 2016. Sa malformation a été découverte à l'âge d'1 mois. Une malformation plutôt simple, puisque c'était une CIV large, mais voilà, ça reste une CIV. Et en fait, tout de suite, on a eu la pression médicale par rapport à la prise de poids. Margot était allaitée, elle mangeait bien, mais voilà, on nous avait dit qu'il ne faut pas qu'elle casse sa courbe de poids, c'est très important. Donc, on est très vite rentré dans un cercle vicieux de vérification du poids, peser avant, après, 10 fois par jour. Voilà, et ça n'a pas suffi, l'allaitement n'était pas suffisant, donc il a fallu passer au biberon, ce qui a été très traumatique, puisque pas accompagnée. En fait, elle refusait catégoriquement le biberon. Et le seul conseil qu'on a eu, c'est ne lui donnez pas le sein. De toute façon, au bout de 24-48 heures, elle finira bien par prendre le biberon. Ça n'a pas fonctionné, évidemment. Elle a été même hospitalisée. Je crois que toutes les puères et les auxiliaires puères ont tenté de lui donner le biberon. Le pédiatre lui-même est venu essayer. Et en fait, voilà, ce que j'avais envie de transmettre, c'est que le cercle vicieux arrive très, très vite et que toutes ces stimulations traumatisantes, en fait, pour elle, ont amené ce refus d'alimentation et ces troubles de l'oralité. Donc, l'hospitalisation, les forçages alimentaires, les examens invasifs sans être endormie puisqu'elle était trop petite. Voilà. Tout ça, ça a fini par une sonde nasogastrique, sans aucun conseil, sans aucune prise en charge et sans aucune prévention des troubles de l'oralité. Et en fait, en l'espace de 15 jours, elle qui mangeait quand même si ce n'était pas suffisant, mais qui mangeait par la bouche, a fini par ne plus rien prendre du tout. Et avoir les réflexes nauséeux, le refus total de même la tutute et surtout aucune sensation de faim pour elle. Alors la photo où je suis en train de nourrir Margot avec le sourire n'est pas du tout représentative, pas du tout. C'était plutôt des moments de repas dans les pleurs, voilà, mais c'est la seule que j'avais.
Là, je voulais juste montrer que, en fait, Margot, elle était en vraie souffrance. Donc, c'est une petite vidéo, peut-être qui vous rappellera quelque chose. Mais ça, c'était, voilà, les moments de repas, pas du tout agréables pour elle, en fait. Et on en était comme ça 6 fois par jour, quoi. Voilà. Moi, je voulais surtout témoigner de choses et de la solitude et parfois de l'épuisement. Magali l'a dit tout à l'heure, mais c'était vraiment, j'avais l'impression de faire un pas en avant et 3 en arrière. J'arrivais pas, je me retournais toutes les questions dans la tête, j'arrivais pas à avoir cette logique. Hier, elle a bu 150, aujourd'hui, elle veut rien du tout. Et tout ça, ça a amené vraiment un sentiment d'épuisement et d'angoisse au moment des repas. Moi, j'étais à la maison forcément avec elle toute petite, donc c'est moi qui m'occupais principalement des repas. Mais dès que je pouvais déléguer, je le faisais en fait, parce que c'était vraiment une angoisse. J'ai tout essayé, j'ai acheté toutes les tétines de biberon qui existent dans le commerce. On a essayé toutes les marques de lait différentes, le lait de riz, le lait de chèvre, parce que je sais pas, j'avais ce sentiment qu'en fait, elle allait avoir un déclic. Il y a quelque chose qui l'a bloquée et elle allait avoir un déclic. À chaque fois qu'elle arrachait sa sonde, par exemple, je me disais, ah, ça y est, cette fois, on la repose pas. Je suis sûre que là, maintenant, elle va se mettre à boire. Voilà, il y avait cette espèce de, je sais pas, oui, j'avais l'impression qu'il y avait un petit élément qui allait faire que ça allait se débloquer, en fait. Parce qu'on n'était pas accompagnés, qu'on ne nous avait pas vraiment expliqué pourquoi elle avait ce trouble de l'oralité et puis cette impossibilité à manger. Voilà, donc ça, c'est des petites phrases qu'on a pu entendre ou qu'on a pu nous faire. Et la question qui était récurrente chez nous, quand mon conjoint rentrait à la maison, c'est elle a bu combien aujourd'hui? Voilà, et c'est resté très longtemps, même une fois que ça allait mieux. Donc, j'ai cherché par moi-même, puisque on n'a eu accès à aucune information sur les troubles de l'oralité. J'ai fait des recherches. Grâce à ça, on a pu avoir un suivi avec une orthophoniste et une psychomotricienne. Mais toujours avec cette sensation de un pas en avant, 3 en arrière. Pourquoi on continue? À quoi ça sert? On ne voit pas d'amélioration. Donc, vraiment ce sentiment d'épuisement. Margot a été opérée à l'âge de 6 mois. Au moment de son opération, elle refusait toute alimentation orale. On n'était vraiment plus qu'à la sonde. Elle refusait la tutude, enfin tout ce qui pouvait approcher de sa bouche, en fait. Elle avait un réflexe nauséeux qui l'empêchait d'avoir quelque chose dans sa bouche. Et 3 jours après son opération, elle s'est mise à boire et elle manifestait sa faim, ce qui était vraiment inédit. Donc pour l'anecdote, à l'hôpital, quand elle se mettait à pleurer et que je pensais qu'elle avait mal, en fait, elle avait juste faim. Mais comme ça ne nous était jamais arrivé, il a fallu qu'on réapprenne aussi à comprendre ces manifestations. Après ça, on s'est dit que ça y est, la bataille était gagnée. En fait, ça n'a pas été aussi miraculeux. Il y a eu des hauts, des bas, avec beaucoup de sensations d'angoisse et de se dire ah ben non, en fait, ça va recommencer. L'opération n'a pas tout réglé. Donc, ça a été très compliqué. Il a fallu apprendre à lâcher prise, à aller à son rythme. Et l'angoisse du moment du repas, même quand elle mangeait très bien, a perduré très longtemps, en tout cas pour moi. Mais aujourd'hui, moi, l'analyse que je fais, c'est que en fait, tout le travail qu'on a fait en amont, même si à l'époque, je pensais que ça ne servait pas à grand-chose, je pense qu'il a été primordial et que c'est ce qui l'a aidé pour après. Et aujourd'hui, c'est une petite fille. Donc, elle a porté sa sonde finalement pendant 5 mois. Et puis aujourd'hui, c'est une petite fille qui mange très, très bien et qui n'a plus du tout eu de soucis, même sur les autres étapes après.
voilà, le passage au morceau, etc., elle n'a pas eu de soucis. J'espère qu'elle n'emportera pas de séquelles. Bon, ça, c'était en 2016 pour suivre des familles voilà, dans mon rôle de correspondante. J'ai l'impression quand même que les choses avancent. J'ai l'impression que les professionnels de santé sont plus sensibilisés à ces troubles de l'oralité. Voilà, ça me fait plaisir, c'est porteur d'espoir parce que vraiment, nous, on s'est sentis abandonnés du corps médical. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que finalement, dans la cardiopathie congénitale de ma fille, ce qui a été le plus dur, c'était les problèmes alimentaires. Et j'aurais aimé vivre cette sonde pas comme un ennemi et qu'on puisse m'expliquer au départ qu'elle en avait besoin et qu'il y avait des choses à faire pour limiter voilà, peut-être les effets secondaires de cette sonde. Mais qu'il ne fallait pas la prendre comme une ennemie et que ça serait très certainement transitoire. Voilà, donc moi, c'est ce que j'avais envie de vous témoigner. C'est aussi ce sentiment parfois de culpabilité parce que nourrir un enfant, voilà, c'est dans les premiers mois de vie, c'est ce qu'on fait le plus souvent dans notre journée et que souvent, voilà, c'est vraiment la maman qui est au cœur de ça. Euh, et, et voilà, j'aurais aimé peut-être qu'on m'explique mieux et que je ne prenne pas cette sonde comme une ennemie. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde. Ça fait plaisir de voir Margot souriante avec la passion du chocolat. On va maintenant passer. Tu m'entends pas? Je pense que les autres personnes m'entendent. Est-ce que oui, tout le monde... Ouais. Alors, c'est juste peut-être un problème chez Clotilde. On va maintenant pouvoir passer donc aux questions que vous avez posées déjà en amont de la réunion, en vous inscrivant sur la billetterie, et également aux questions que vous avez posées en direct. Clotilde, du coup, je te laisse les citer. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord, parce que je ne t'entendais plus tout à l'heure. Alors, je vais relayer quelques questions. On nous demande, par exemple, est-ce qu'un trouble de l'oralité peut être guéri définitivement? Peut-être, voilà, je ne sais pas, peut-être Alix. Oui. Même à l'âge adulte, on peut tout le temps progresser. C'est quelque chose qui va tout le temps évoluer. On nous demande, est-ce que les déformations du sternum peuvent expliquer un trouble de l'oralité? Oui, je l'ai vu dans les questions. Juste d'abord, merci pour les témoignages des mamans. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est souvent des retours qu'on a par l'orthophoniste ou l'infirmière. Ça va jamais directement au cardiopédiatre parce qu'au cardiopédiatre, on parle que du cœur et le cardiopédiatre, il parle que du cœur. J'espère qu'on a progressé depuis 2016 sur des phrases choquantes, des comportements choquants et sur voilà, les explications. Essayer d'entourer au mieux cette pathologie qu'on connaît un petit peu mieux maintenant. Pour les pectus, je ne pense pas. On a plusieurs enfants qui ont des déformations sternales qui peuvent être importantes, avec des thorax soufflés par l'insuffisance cardiaque ou à l'inverse des pectus sur des maladies génétiques. Je ne crois pas que ce soit lié au trouble de l'oralité. Je pense que c'est tout ce qui va autour, plutôt la cardiopathie elle-même, le syndrome génétique s'il est lié. Mais le pectus, non, je ne pense pas, non. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'on y a répondu, enfin vous y avez répondu pendant vos présentations, donc notamment sur le lien entre le trouble de l'oralité et hypersensibilité, à l'ouïe, au toucher, par exemple, un enfant qui n'aime pas être touché, et sur la trachéomalacie et les troubles de l'oralité. Alors, la trachéomalacie, je pense qu'il faudrait demander, je pourrais reposer la question aux ORL. Moi, j'ai plein d'enfants qui ont des trachéomalacies, mais pas forcément dans le cadre d'une cardiopathie. Mais en fait, on voit quand même que ça majore l'essoufflement. Et en fait, quand on déglutit, il y a vraiment le larynx, donc, qui est le petit tube qui va après vers les poumons, qui fait vraiment un mouvement vers le haut et vers l'avant. Et on sait que la trachéomalacie, ça va gêner ce mouvement et ça va majorer l'essoufflement.
Donc moi, je pense que ça peut jouer pas forcément sur l'oralité en tant que telle, mais ça va jouer sur la déglutition et ça peut fatiguer plus l'enfant. Et en général, on entend que d'ailleurs l'enfant, quand il va manger, il va avoir un stridor parfois de plus en plus audible. Donc là, il y a quand même un petit impact, mais moi, je connais aussi des enfants avec une trachéomalacie qui n'ont pas du tout de troubles. Je pense que ça fait partie, mais c'est vraiment dans un tout. Est-ce qu'il y a un délai, c'est-à-dire combien de temps on peut garder une sonde nasogastrique? Il n'y a pas de limite pour la sonde nasogastrique. Par contre, quand on pense que l'enfant il va garder une sonde nasogastrique de manière prolongée, alors c'est toujours difficile de faire des pronostics, mais ça dépend aussi de quand on va l'opérer. Mais quand on pense que l'enfant il va garder une sonde nasogastrique plus de 3 à 6 mois, on pose la question de la gastrostomie pour le confort de la sphère ORL et continuer à le faire progresser du point de vue de l'oralité. L'autre problématique est que parfois d'arriver à la décision et d'accepter la gastrostomie, ça prend du temps chez les parents. Et puis après, on a le délai de pose de la gastrostomie avec les gastropédiatres qui est rallongé. Et donc parfois, on a des enfants qui ont des sondes nasogastriques pendant 9 mois, 12 mois. Ce n'est pas forcément un problème. Il n'y a pas forcément plus de lésions au niveau de la narine. On change les sondes toutes les 3 semaines à peu près. On change de narine si besoin. Voilà, il n'y a pas forcément de problème à garder les sondes nasogastriques très longtemps. Alors, peut-être les 2 dernières questions. On nous demande si un PAI est possible pour les troubles de l'oralité, donc un projet d'accompagnement individualisé pour l'école. Oui, nous, on en fait. Je participe souvent à des PAI, donc pour les écoles, avec justement une adaptation pour la cantine, un enfant qui peut ramener. Voilà, où on explique vraiment. Le PAI, ça va passer par déjà une explication auprès de l'équipe pédagogique pour que l'école ne pense pas que l'enfant est juste capricieux, ce qui peut arriver aussi, et vraiment faire un plan alimentaire détaillé avec les aliments que l'enfant n'aime pas. Et après, nous, on essaye au maximum, quand on met en place un PAI, de dire que voilà, c'est pas figé et que si l'enfant a envie de goûter quelque chose, bien évidemment, on va autoriser. Et on fait aussi des PAI dans le cadre de la dysphagie. Quand c'est un enfant qui a des troubles de la déglutition, là, c'est plus important parce qu'il y a ce risque de fausse route. On explique vraiment les aliments à risque. Et parfois, quand il faut épaissir les liquides pour éviter les fausses routes, idem, on détaille vraiment ça. Merci. Alors, plus que 2 questions. Au niveau plutôt médical, est-ce que laryngite aiguë avec détresse respiratoire et une corde vocale paralysée a un rapport? J'imagine que oui. Oui, c'est ce que je mettais un peu dans le début de la présentation, les enfants qui peuvent avoir des paralysies de cordes vocales liées à la chirurgie ou des traumatismes ORL liés à l'intubation ou une problématique ORL avec des laryngites à répétition sur une anatomie ORL, oui, malheureusement, ça peut tout à fait favoriser ces troubles de l'oralité. Ouais. Et enfin, est-ce qu'il y a un mode de nutrition entérale préférable? Donc, vous l'avez dit dans vos présentations, de l'importance de continuer à stimuler l'alimentation orale. Est-ce que, en tant que parent, voilà, est-ce qu'on a le choix en fait de cette alimentation entérale et de ce mode avec pompe, pas de pompe? Est-ce qu'il y a un mode qui limiterait peut-être les effets secondaires d'une alimentation entérale? Tu veux répondre, Alix ou... Je pense qu'on peut répondre à 2. Toi, au niveau médical. Nous, au niveau médical, ça dépend des parents, ça dépend de l'enfant, ça dépend de la quantité de lait aussi qui est à compléter. Il y a des enfants qui vont boire une partie tout seul et le reste, on va compléter. On utilise facilement, alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais le système de pompe à l'hôpital parce qu'on a ça sous la main et que ça va un petit peu plus vite. À la maison, en hospitalisation à domicile, nous, on travaille beaucoup avec l'UNAD. C'est un système de pompe qui passe en continu la nuit, souvent en séquentiel le jour. Ce qui est sûr, il y a des choses importantes. Il y a l'enfant d'un côté, donc on essaye de favoriser une alimentation
séquentiel pour qu'ils puissent manger entre les alimentations, faire des pauses, etc. Mais il y a aussi le parent à côté, alors c'est plus souvent la maman, et le repos de la maman, c'est aussi hyper important. Donc moi, je propose moins de séquentiel la nuit, même si c'est moins physiologique, parce que la maman, elle a besoin les parents, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de dormir, et donc mettre l'alimentation en continu, c'est moins physiologique, mais c'est aussi important pour la dynamique familiale que les parents ils soient reposés pour prendre en charge l'enfant le jour. Il y a des enfants qui dorment pas et qui se réveillent, donc à ce moment-là, on peut s'adapter à eux. Mais les enfants qui font leur nuit, c'est vraiment se lever 4 fois pour brancher sur 1 heure. Enfin, ça, on ne fait pas. Et après, on est aussi tributaire des capacités de l'enfant au niveau digestif. On a des enfants qui ne tolèrent pas un débit trop important et qui sont obligés d'être en nutrition continue. Et tout dépend aussi où on en est, parce que quand on part dans un protocole de sevrage, pour le coup, là, il faut vraiment raccourcir les durées et passer de plus en plus par bolus, mais ça dépend vraiment des indications et de où en est l'enfant au niveau de l'oralité. Ce qui n'est pas évident, c'est que parfois, on a l'impression que l'enfant ne mange pas par voie orale parce qu'il n'a pas faim, parce qu'il a tout le temps la nutrition par sonde. Et en général, il faut vraiment, j'ai l'impression au niveau pédiatrique, attendre qu'il ait un certain poids de croisière pour pouvoir proposer de diminuer un peu la nutrition par sonde et pour redonner aussi la faim à l'enfant. Donc c'est vrai que c'est vraiment aidant. Nous, je sais qu'à Lille, on travaille vraiment avec la gastro, avec le cardio et avec l'ortho et même les puères qui sont aussi tout le temps avec les enfants et qui peuvent être alertes par rapport aux signes de faim, parce que c'est un sujet très sensible et il y a plein de parents qui des fois ont l'impression que si jamais on enlève la sonde, l'enfant va mieux manger, et dans certains cas ça arrive. Mais bon, pas toujours. Et on ne peut pas, voilà, d'un enfant en post-op qui a vraiment besoin de récupérer, d'avoir ses apports, on ne peut pas se permettre d'arrêter la nutrition trop longtemps, par exemple. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai au mieux relayé les questions. Je pense que oui, merci beaucoup Clotilde. Nous arrivons donc à la fin de ce rendez-vous InfoCœur. Je tiens à remercier nos 4 intervenantes et pour l'apport médical, paramédical et aussi pour les témoignages patients qui sont précieux. Je crois qu'il est important de ne plus se sentir seul face aux cardiopathies et face aux troubles associés, dont les troubles de l'oralité. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Si vous souhaitez échanger plus longuement avec nos 2 correspondantes, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site internet de l'association à la rubrique Relais en région. Donc, n'hésitez pas à aller chercher leurs coordonnées. Je pense qu'elles seront très contentes d'échanger individuellement avec vous. Pour ce qui est de toutes les aides sociales administratives, on a une autre bénévole qui s'appelle Gaëlle, qui est de métier assistante sociale et qui aussi se permet du coup de donner des conseils individualisés aux patients et aux parents de patients. Donc, si vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est AESH, PAI, etc., n'hésitez pas à la solliciter. Ses coordonnées sont également sur le site internet de l'association. Le prochain rendez-vous InfoCœur est sur le dossier MDPH. Il aura lieu le samedi 9 avril à 10h. Si vous souhaitez y participer, c'est le même principe. Une billetterie sera en ligne sur le site internet de l'association. Une fois de plus, merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à bientôt.